C'est clair que le stade olympique, pour nous, ne fonctionne pas. Il ne marche pas. Pour nos partisans, là. C'est nos partisans qui disent ça. C'est pas moi qui dis « j'aime pas ça être ici ». C'est un caprice de Claude Brochu qui veut déménager, que ça ne marche pas au stade olympique. Ce sont nos clients qui disent très clairement « c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut ». Ce que les gens veulent, selon Claude Brochu, c'est un tout nouveau domicile pour leur équipe au centre-ville. Le projet proposé par le président des Expos comprend un stade de 35 000 sièges construit au coût de 250 millions. Mais pour ce faire, Brochu a besoin d'une importante implication des différents paliers gouvernementaux. Brochu est convaincu que le gouvernement va s'impliquer, mais le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, lui réserve une surprise. On se rappelle qu'on a déjà un stade à Montréal qui a coûté quelques dollars, n'est-ce pas? Faut penser. On se rappelle qu'il n'est pas encore fini de payer. On se rappelle bien de l'état des finances publiques du Québec, des priorités, etc. Oui. Quand on ferme des hôpitaux, c'est pas sûr qu'on ouvre des stades. Hein? Ce qui aurait été possible ici, toutefois, et c'était ça, dans le fond, le deal que Brochu aurait voulu, encore plus avantageux pour lui, mais le deal silencieux qui existait entre le gouvernement du Québec et c'est fait à part. L'effort qu'on lui demandait, 85 ou 90 peut-être même, c'est sûr que le gouvernement du Québec aurait embarqué par la suite. La pression aurait été sur lui. Et tout le monde l'aurait compris, parce que le gouvernement du Québec aurait fait de l'argent aussi. Il y aurait une source de revenus. N'importe quel gouvernement aurait pu l'expliquer à ce moment-là. Mais ce que Brochu voulait d'abord, c'est un engagement des pouvoirs publics, Ville de Montréal et gouvernement du Québec. Ottawa faisait simplement céder le terrain. D'abord, puis lui allait par la suite aller chercher garniture dans le secteur privé, ce qui était invraisemblable. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'à la suite du refus du gouvernement du Québec d'être un partenaire actif dans le projet du nouveau parc, nous nous sommes trouvés dans une forme d'impasse. Et j'ai donc proposé une solution de rechange aux autorités du baseball majeur. Et je suis très heureux de vous annoncer que nous en sommes venus tard hier soir à une entente qui, selon moi, rejoint les objectifs de tout le monde et qui permettra de donner la chance à des intérêts d'ici de sauver le club. Selon cette entente, Claude Brochu quitte son poste de président et commandité de l'équipe. En retour, les actionnaires québécois négocient un montant de compensation pour son départ. Maintenant, avec Jacques Ménard en tête, le comité de relance se voit imposer un délai de 150 jours pour trouver un successeur à Brochu et les fonds nécessaires pour la construction d'un nouveau stade. Je crois aussi que si, après s'être battu pour aller chercher une certaine forme de péréquation dans le partage des revenus, Claude Brochu avait utilisé les argents qui lui étaient remis dans cette péréquation-là pour le développement des joueurs ou garder les meilleurs éléments au lieu d'éponger certains déficits. Ça aurait pu faire une tournure d'événements très différente. Sauf que, d'après ce qu'on a su, ça n'a pas été confirmé nulle part, et c'est pas sûrement Claude qui va le faire, mais on a utilisé ces argents-là pour éponger des déficits, donner l'image d'une meilleure gestion et augmenter sa part du gâteau à la fin. Le 9 décembre 1999, les membres du comité de relance de l'équipe présentent à la presse montréalaise le sauveur, Jeffrey Loria. Marchand d'œuvres d'art, Loria était nommé président et commandité de l'équipe. Avec son beau-fils David Sampson, nommé vice-président des Expos, ce New-Yorkais semblait avoir les moyens pour assurer l'avenir de l'équipe à Montréal. À l'époque, j'ai cru que le problème était réglé. Quand Jacques Ménard a annoncé la venue de Loria, j'avais l'impression que c'était un mécène. C'était exactement le genre de gars que ça nous prenait, c'est-à-dire un crackpot de baseball avec de l'argent plein ses poches. Pour Loria, l'avenir du club passe également par la construction d'un nouveau stade au centre-ville. Le 9 janvier 2000, il dévoile la maquette de son stade, évaluée à 200 millions de dollars. Ça a été une période très difficile parce qu'on est parti, si tu me permets l'expression anglaise, d'un high extrêmement élevé à un down extrêmement bas. L'arrivée de Loria et Sampson avec leurs belles promesses, tout le monde était convaincu qu'on relançait l'équipe, que le stade allait être construit. Et soudainement, on s'est retrouvé à l'aube de la première saison sans contrat de radio, sans contrat de télé. Je me suis toujours posé la question après les faits, à savoir si ces gars-là étaient venus ici avec des bonnes intentions ou pas. Je pense au début, je peux dire que c'était le cas.
mais je pense qu'ils avaient un mélange de naïveté et peut-être d'ignorance et mélangé un peu d'arrogance, ce qui est donc un mélange qui est quand même très dangereux et très néfaste. Je pense que l'attitude de Jeffrey Loria et de David Sampson était de dire « On arrive à Montréal, on doit refaire un plan d'affaires. Il y a des seuils minimums qu'on doit rencontrer. Le seuil minimum pour la télé, c'est X. Le X, c'était un très gros chiffre. Je pense qu'ils se sont dit, si on n'est pas capable d'atteindre ça, on sait que le plan d'affaires ne peut pas être réalisé et on va devoir plier bagages et partir ultimement. Alors, quand on a réussi, à l'année suivante, de décrocher une entente qui était convenable pour le réseau des sports, on était bien heureux de pouvoir présenter des matchs à l'antenne, mais pour moi, je savais déjà à ce point-là que c'était fort probable que l'équipe était appelée à partir. Lors du match d'ouverture de la saison 2000, c'est devant plus de 51 000 spectateurs que la nouvelle direction tente de redonner vie au baseball à Montréal. Malgré les apparences, les relations entre Loria et les actionnaires québécois étaient déjà très tendues. Loria et Sampson, on a bien beau de dire ce qu'on veut contre eux autres. On a bien beau de traiter tous les noms imaginables, mais ils ne sont pas responsables. Ils font partie du groupe qui a laissé partir les Expos de Montréal. Les gens d'affaires du Québec qui sont allés chercher Jeffrey Loria, ça, je comprendrais jamais ça. Ce que je veux dire par ça, tu demandes à un gars de te mettre 70 millions, puis il n'en met pas. Il a mis 15 millions. Excusez, 17 millions. C'est ça, il a coûté les Expos. 17 millions, un bon deal, hein? À un moment donné, lors d'une réunion, une grosse réunion au mois de mai ici, au stade olympique, et un des actionnaires donne un coup de poing sur la table, puis il dit « Je suis tanné de toi. On t'achète ton 17 millions. » Mais pourquoi qu'au mois de mai, tu avais 17 millions, puis tu ne l'avais pas au mois de décembre? Pourquoi tu ne l'avais pas? C'est ça que j'avais compris. Et là, cette fois-là, ce qui a été menacé pour le racheter, il a donné un coup de poing sur la table, Loria à son tour. Vous ne m'enlèverez pas mon équipe, c'est mon équipe, vous ne l'enlèverez pas. Les propriétaires ont tout tenté de le faire. Claude Brochu et Bud Selig ont empêché les propriétaires de mettre Loria dehors. Ils l'ont empêché. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent écrire les livres qu'ils veulent, mais c'est ça qui est arrivé, cet incident-là. Je n'oublierai jamais la conversation que j'avais eue avec Sampson au mois de décembre, qui a précédé le départ. Je lui avais dit, écoute, David, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent que ton beau-père va acheter les Marlins. Je crois pas ça, je crois pas ce que tu lis dans les journaux, il n'y a rien là-dedans. Pourtant, quelques mois après... Quelques mois après, en novembre 2001, le commissaire du baseball majeur, Bud Selig, convoquait les dirigeants des 30 équipes à une réunion à Chicago. Un des points à l'ordre du jour, l'avenir des Expos de Montréal. Et souvent, on voyait David Sampson qui quittait la salle de réunion, qui était en discussion avec Paul Beeston du baseball majeur. Et là, on souriait, on s'amusait, tout semblait bien aller. Alors, on se demandait qu'est-ce qui était pour être décidé ou discuté. Et là, finalement, au terme de la réunion, Bud Selig annonce la dissolution de 2 équipes. Et ce sont les Expos ainsi que les Twins du Minnesota. Alors là, je pense qu'on avait vraiment été surpris parce qu'on n'avait vraiment jamais parlé de dissolution auparavant. Et l'entente était que Jeffrey Loria et David Sampson prenaient contrôle des Marlins de la Floride et que le propriétaire des Marlins, M. Henry, devenait propriétaire des Red Sox de Boston. Cette journée-là, pour moi, ça a été plus dur que le dernier match. Parce que là, j'étais convaincu, on savait qu'il n'y avait plus d'espoir, on savait qu'il n'y avait pas d'actionnaires locaux qui étaient là, qui arriveraient pour sauver l'équipe. À ce moment-là, pour moi, ça a été fini. Puis j'en voulais à ces gens-là du baseball, de un, parce que tu es une ligue, parce qu'il y a 30 équipes dedans. Aussitôt qu'il en manque une, ta ligue, elle n'a plus la crédibilité qu'elle a. Donc, ils ne sont pas occupés de cette équipe-là. C'est ça qui m'a fait de quoi. J'en voulais aux investisseurs locaux, en tout cas, aux gens ici qui auraient pu le reprendre. Je veux dire, on est... oui, le baseball a des problèmes, mais si nous autres, on n'est pas là pour faire pression pour que ces problèmes se règlent, bien, l'équipe, on va la perdre, puis c'est ce qui est arrivé.